Votre nom? Stanley Laurel. Dites sergent quand vous vous adressez à moi. Eh ben, votre nom? Sergent Stanley Laurel. Vous, quel est votre nom? Oliver Norval Hardy. Sergent? Laurel et Hardy. Laurel et Hardy. Il ne tarde pas à s'inquiéter. Il sait en effet combien il est difficile de gagner sa vie en tant que comédien. Malgré tout, Stan ne rêve que de monter sur les planches. Les années suivantes, il écrit en secret des scénettes pour lui-même. Stan est monté pour la première fois sur scène à 16 ans. C'était dans un théâtre de Glasgow, qui était en concurrence directe avec celui de son père. Il a volé à ce dernier son plus beau costume, coupé le bas du pantalon, et il a fait son petit numéro. Il ne se doutait pas que son père était dans le public. Quand Stan est rentré, très fier de lui, son père l'a fait venir dans son bureau et lui a dit « Assieds-toi, sers-toi un whisky ». Et voilà tout. Il acceptait que son fils soit comédien. C'est ainsi que Stan connaît ses premiers succès dans les musicals anglais, en tant que mime et comique. À 19 ans, il est repéré par Fred Karno, le plus célèbre producteur de théâtre au monde. En 1910, Stan part en tournée aux États-Unis avec l'une des troupes de Fred Karno. Pour une fois, tout est de mon cerveau. L'État de Géorgie, dans le sud-est de l'Amérique. Un paysage où alternent champs de coton à perte de vue et imposantes demeures de style colonial. C'est ici, dans la petite ville de Harlem, qu'Oliver Norval Hardy vient au monde le 18 janvier 1892. Sa vie durant, il prononcera son nom dans toute sa longueur avec un plaisir non dissimulé. Oliver Norval Hardy. Peu après la naissance d'Oliver, son père, Oliver Hardy Sr., meurt. Sa mère, Emily, l'élève seule avec ses frères et sœurs. Et elle devient gérante d'hôtel. Oliver aimait imiter les gens. C'est pourquoi il observait tous les clients de l'hôtel. Avec ses parodies, il divertissait toute la famille. Et ils adoraient. C'est ce que je pensais dès qu'il nous a accostés. Ah oui? Oh oui, et voilà une chose dont je peux bien me vanter. Je me connais en caractère. C'est extraordinaire. Oui. Extraordinaire, son appétit l'est également. À 15 ans, Oliver pèse déjà 120 kilos tout rond. Mais en dépit de sa corpulence, il est sportif et possède des talents hors pair.
in the sky. I ain't had no loving since January, April, June or July. No time, ta'in't no time to stay outdoors and spoon. Shine on, harvest moon for me and my girl. Oliver fait un passage éclair au Conservatoire de musique d'Atlanta, avant de se découvrir une passion pour le 7e art. À 18 ans, il travaille dans le premier cinéma qui vient d'ouvrir, à Milledgeville, où il effectue toutes sortes de tâches. Il est à la fois ouvreur, projectionniste et gérant de l'établissement. Les films qu'il voit sont pour la plupart des courts-métrages burlesques faits à la va-vite. Il regardait les acteurs à l'écran en se disant qu'il pourrait faire mieux. Sa décision est prise, il sera comédien. Il met le cap sur une ville de Floride située à 400 km de chez lui, Jacksonville, la première capitale du cinéma américain, bien avant Hollywood. C'est loin, c'est dans le Midi. Êtes-vous du Midi? Oh, et comment? Oh, mes bonnes mères, je suis de Midi, moi aussi. Vous aussi? Oui, oui. Mais bonne grand-mère, je suis moi aussi du Sud. Du Sud de quoi, monsieur? Du Sud de Londres. Londres. Du sud de l'Angleterre, Stan traverse pour la deuxième fois l'Atlantique avec la troupe de Fred Carnot. À bord, un autre comédien prometteur, Charlie Chaplin, la star de la compagnie. Laurel et Chaplin sont amis, et le premier est la doublure du second. Tous deux sont imprégnés par les numéros comiques du musical anglais. Laurel excelle en sosie de Chaplin, il ressemble à s'y méprendre à l'original. En Amérique, Chaplin est immédiatement débauché par les studios de cinéma. Il quitte la troupe. Stan le remplace, mais sans sa vedette, la tournée tourne au fiasco. Le public et les propriétaires de théâtre voulaient voir Chaplin dans le rôle principal, et pas une quelconque copie, si bonne fût-elle. Résultat, privé de sa tête d'affiche, le spectacle a été un four complet. Les contrats des acteurs ont été résiliés, et tous, y compris Stan, se sont retrouvés à la rue. Et voilà pourquoi. Nous ne sommes pas assez calés, mon cher. Peut-être tu as raison. Certainement, j'ai raison. Stan reste aux États-Unis et fonde sa première troupe de comédiens, le Keystone Trio, qui deviendra plus tard le Stan Jefferson Trio. Il se produit dans les théâtres de variété. Il veut changer de nom car Stan Jefferson ne lui semble pas très accrocheur. En outre, c'est un nom en 13 lettres, ce qui pourrait porter malheur. Et de toute façon, c'est trop long pour les affiches en général et les affiches de cinéma en particulier. Or, il voudrait y figurer en bonne place le plus vite possible. En feuilletant un livre d'histoire, sa compagne a remarqué le portrait d'un général romain qui portait une couronne de laurier sur la tête. En anglais, laurier se dit laurel. Alors Stan et elle se sont dit c'est concis et percutant, et il a choisi ce nom. Stan Laurel est né, et il ne tarde pas à être repéré par le cinéma. Plusieurs studios le font jouer dans des comédies. Mais il est encore bien loin de la gloire. Un sort qu'il partage avec Oliver Hardy. À ses débuts dans le cinéma, Oliver ne jouait pas les comiques. Il était cantonné au rôle de la grosse crapule. En général, il portait la moustache et courait après les filles. Pardonnez-moi d'avoir un valet tellement stupide. Je n'ai pas fini de le dresser. Un peu sot, vous savez.
Pourtant, Oliver Hardy brille par la polyvalence de son jeu d'acteur. J'y avais pas pensé. Pardonne-moi si je t'ai fâché. Ah, j'ai pas fait exprès d'être mal poli. Ça n'a pas d'importance. Oublions le passé, Stan. Le premier mariage d'Oliver appartient lui aussi au passé. En 1913, il avait épousé la pianiste Madeleine Salochine. C'est elle qui a demandé le divorce. Cependant, sa carrière continue. Le voici en femme sur une affiche. Il apparaît sous le surnom de Babe Hardy. Dans une interview de 1950, il se rappelle comment l'idée est née. Well, it's a funny way that I got the name of Babe. That was years and years ago, and then I had my first shave. So the barber went in and he charged a dime and he put some powder. He says, "That's all right, baby, you'll clean." En 1921, Oliver Hardy est engagé dans la comédie Le Vénard. Il y attaque le personnage principal qui n'est autre que Stan Laurel. C'est la première apparition commune de Stan Laurel et Oliver Hardy. Un pur hasard. Il faudra attendre encore quelques années avant que leurs chemins se croisent à nouveau. Cela indique qu'il va m'offrir une très haute situation. Je vais répondre. Los Angeles, la nouvelle capitale du cinéma au début des années 20. De plus en plus de studios y ouvrent leurs portes. Ceux qui ont réussi devant ou derrière la caméra résident dans le très chic quartier de Beverly Hills, qui est déjà à l'époque l'adresse de la haute société. Stan Laurel n'en fait pas encore partie. Son adresse à lui est bien plus modeste, dans la Cité des Anges. Stan a un problème qui s'appelle May Charlotte Dahlberg, une Australienne qui est depuis quelques années sa partenaire à l'écran et à la ville. May Dahlberg était jalouse du succès de Stan au cinéma et des femmes avec qui il travaillait. Donc elle insistait pour jouer dans ses films, ce qui provoquait beaucoup de friction entre eux. May se dispute même avec Stan sur les plateaux de tournage. C'est une actrice sans grand talent qui fait pâle figure face à lui. Dans la vraie vie, néanmoins, Stan est sous la férule de sa compagne. Aussi boit-il de plus en plus pour noyer ses problèmes de couple, ce qui n'échappe pas au producteur. Pourquoi ne modèles-tu pas ta vie sur la mienne? Je vais partout, je fais ce que je veux. Ensuite, je le dis à ma femme. Moi, j'estime que charbonnier doit être maître chez soi. Oliver a également un problème avec l'alcool, à ceci près que ce n'est pas lui qui boit, mais sa deuxième femme, l'actrice Myrtle Lee Reeves. À présent, lui aussi vit et travaille à Los Angeles. Il apparaît souvent aux côtés de l'acteur burlesque Larry Semon. Ce dernier est déjà une grande star et Oliver Hardy incarne son perfide rival. Larry Semon est passionné de golf et il initie son partenaire à ce sport. Pour Hardy, c'est une découverte explosive. Il devient un excellent joueur, le meilleur d'Hollywood. Pendant des années, il était pratiquement inutile d'organiser des tournois de golf parce qu'Oliver raflait tous les prix. Son nom figurait sur tous les trophées. Hardy est membre du prestigieux Lakeside Golf Club d'Hollywood. Il y joue presque tous les jours après le tournage et y retrouve des amis. Le comédien fuit ses problèmes conjugaux sur le green ou sur les champs de course. Il parie souvent et beaucoup, une passion qui le poursuivra toute sa vie. Il avait perdu beaucoup d'argent aux courses.
Donc, quand Hal Roach lui a proposé un contrat avec un salaire fixe, il lui en a été très reconnaissant. Au début des années 20, Hal Roach est un producteur qui a pignon sur rue. Il installe son studio à Culver City, non loin d'Hollywood. Aujourd'hui encore, on y sent le charme de la fin du 19e siècle. Hal Roach a fondé sa société en 1914. 5 ans plus tard, Harry Culver l'a convaincu de s'installer dans les anciens champs d'orge et de haricots de Culver City. Et de 1919 à 1960, ça a été la Mecque de la comédie. On l'appelait l'usine à rire. Hal Roach s'est spécialisé dans les comédies. Il remporte ses premiers succès avec la série Les Petites Canailles. En 1928, Lucky Brown y fait une apparition. Il a 5 ans et campe un jeune snob. Je voulais jouer dans cette série, faire partie de leur bande. Ils se sont réunis et ont dit que je ne leur plaisais pas parce que je portais un chapeau. Puis ils ont ajouté, il veut faire partie du club. Eh bien, on va l'initier. Et ils m'ont jeté dans la boue. Sinon, il n'y a pas de bataille de boue dans les studios Roach. Tout le personnel vante l'ambiance chaleureuse et familiale qui y règne. L'actrice Phyllis Coates, qui deviendra célèbre plus tard dans des séries télé comme Superman, y a travaillé souvent à ses débuts. On s'amusait bien. Tout le monde aimait Hal Roach. C'était un petit studio, on se connaissait tous. Les gens étaient accommodants, personne n'avait la grosse tête. C'était formidable. Stan Laurel reçoit lui aussi une offre de la part de Hal Roach. Il a déjà tourné quelques comédies pour lui, avec un succès modéré. Hal Roach a néanmoins remarqué ses talents de gagman. Il l'engage en 1925. Pas en tant qu'acteur, mais en tant qu'auteur de gags et metteur en scène. Sa carrière de comique au cinéma n'était pas franchement brillante. Et maintenant qu'il était séparé de May, il allait pouvoir passer derrière la caméra grâce à la proposition de Hal Roach. Et ça marche. Stan écrit des scénarios de comédie et coiffe la casquette de réalisateur. Parmi les acteurs qu'il doit diriger, son futur acolyte, qui ne se fait plus appeler Babe, mais Oliver Hardy. En 1926, ce dernier s'apprête à jouer sous la houlette de Stan quand il est victime d'un accident. Oliver adorait manger et faire la cuisine. Un jour qu'il préparait un gigot d'agneau, la poêle lui a glissé des doigts et il s'est brûlé au bras droit. La douleur était si vive qu'il sautait dans toute la pièce, un peu comme dans une comédie burlesque. Puis il est tombé et s'est blessé à la jambe. L'incident fait la une des journaux. Le comédien doit renoncer au tournage, mais le producteur Hal Roach ne trouve pas si facilement de remplaçant. C'est pourquoi il convainc Stan de repasser devant la caméra et d'endosser le rôle d'Oliver. Après le tirage du film, Hal Roach l'a vu et l'a trouvé drôle, avec toutes ses mésaventures. Donc, il a décidé d'en tourner un deuxième, puis un autre et encore un autre. Stan est de nouveau sous le feu des projecteurs. Il enchaîne les films aux côtés d'Oliver, qui s'est rétabli entre-temps. Il s'est avéré que les deux comédiens fonctionnaient très bien ensemble. Donc, le réalisateur Leo McCarey a développé les personnages de Laurel et Hardy en veillant à ce qu'il y ait un véritable échange entre eux et à ce qu'ils n'apparaissent plus ensemble par hasard. Le producteur Hal Roach décide de sceller l'union de Laurel et Hardy. Un couple qui n'aurait sans doute jamais vu le jour sans l'incident du gigot d'agneau. Merci, il n'y a pas de quoi, Stan. Et je ne veux plus que nous nous perdions de vue désormais.
Merci. Il n'y a pas de quoi, Stan. Dorénavant, le gros Américain retrouve régulièrement le petit Anglais. Le duo comique est né. Au début, la question vestimentaire fait des remous. Mais très vite, les deux acteurs créent leur propre style. Un costume un peu trop petit pour Oliver et un peu trop grand pour Stan. Les chapeaux melons font aussi partie de leur attirail. Stan Laurel a un chapeau relativement petit qu'il porte haut sur la tête, ce qui lui donne un air franchement stupide. Et bien entendu, Oliver a un chapeau plus grand, correspondant à sa corpulence. Ainsi, le chapeau melon devient leur marque de fabrique et se prête à de nombreux gags. De même, les personnages de Laurel et Hardy ne tardent pas à s'imposer. D'abord, ce sont des types gentils, sympathiques. Ils s'entraident, ils forment une équipe. Ils ont l'air enfantins parce qu'ils ont cette innocence qu'on ne trouve pas dans les autres duos comiques, ni à l'époque, ni aujourd'hui. C'est toi qui as commencé? Mais non. Si, c'est toi. C'est pas moi. C'est certainement toi. Non, c'est pas moi. C'est toi. Quoi que Stan fasse et quelles qu'en soient les retombées pour Oliver, celui-ci reste stoïque. Le monde peut s'écrouler, la maison peut voler en éclats, leur amitié résiste à toute épreuve. Dans chaque film, la symbiose entre Stan et Oliver se recrée et fonctionne tout aussi bien dans une nouvelle variation. Quand on regarde un film avec Stan Laurel et Oliver Hardy, on a de l'empathie pour eux. Ce sont des types bien. Deux bons copains avec qui on aimerait se lier d'amitié. Une impression partagée par la star de cinéma Jerry Lewis. I must have been 5 years old, I guess. And I immediately knew that they were my friends. Laurel et Hardy ne tardent pas à avoir des amis aux quatre coins du monde. Leurs films font un tabac. D'abord au cinéma, puis à la télévision. Des générations entières d'enfants et d'adolescents grandiront avec le célèbre tandem. On avait la télé en noir et blanc, et mon programme préféré était évidemment Laurel et Hardy. Je regardais tous les vendredis soirs. Le samedi, on prenait notre bain, et le vendredi, c'était Laurel et Hardy. Si ces deux-là n'avaient pas existé, je ne serais pas devenu humoriste. C'est clair. Ça m'a marqué. T'as déjà vu une pinette de cette espèce autre part qu'au zoo? Mais oui. Où ça? Dans la prison d'État. Oui, bien sûr, c'est le genre. Les deux hommes se réjouissent de leur réussite professionnelle. En privé, cependant, Oliver continue à souffrir de l'alcoolisme de sa femme. Stan, lui, est de nouveau amoureux. Il vient de rencontrer l'actrice Lois Nelson par l'intermédiaire de son ami, le producteur Joe Rock. Il l'a rencontrée le soir même où May est reparti en Australie. Joe Rock ne voulait pas que Stan soit attristé par cette séparation. Donc il a décidé de lui présenter une jeune femme susceptible de lui convenir. Et connaissant le goût de Stan pour les jolies filles, il a pensé à Lois. Et il a vu juste. Quelques mois plus tard, Stan et Lois se marient. En 1928, ils ont une fille, Lois Junior. Tout semble aller pour le mieux à la ville comme à l'écran. Les films de Laurel et Hardy remportent un tel succès que le producteur Hal Roach décide d'en faire une série. Pour nos deux acteurs, le terrain de jeu s'agrandit encore. Ils trouvent sans cesse de nouveaux effets comiques qui font aujourd'hui partie du répertoire classique des humoristes, comme le slow burn, où la réaction au gag est retardée.
Celui à qui un malheur arrive prend le temps de digérer l'événement avant de passer à la contre-attaque. À chaque fois que Hardy est victime d'une mésaventure, il prend un air bien particulier. Il regardait droit dans la caméra quand il était irrité ou désespéré. À peu près comme ça. C'était nouveau. La première fois, il l'a fait spontanément. Il venait de se prendre une tarte à la crème en pleine figure. Le réalisateur a dit « Ça me plaît, refais-le ». Et c'est devenu sa marque de fabrique. Toute sa vie. Le fameux regard caméra de Hardy est inégalable. Autre marque de fabrique du comédien, le coup de la cravate. Hardy devait jouer une scène et il ne savait pas quoi faire de ses mains. Alors il a eu l'idée de tripoter sa cravate. Ça a tout de suite pris et dès lors il a sans cesse utilisé ce gag. Laurel aussi a des idées. Par exemple, le double take, à savoir qu'il doit regarder à 2 fois pour comprendre quelque chose. J'adore voir comment Stan réagit à Oliver. Il n'y a que dans ces moments-là qu'on le surprend en train de penser. Mais ce qu'il pense, c'est justement qu'il ne peut rien faire. Les tentatives de réflexion de Stan laissent songeur. Autre signe distinctif, son sourire ahuri et son grattement de tête. Lois, la fille du comique, a baigné dedans toute petite. Aujourd'hui, elle vit dans les environs de Los Angeles. En principe, elle ne donne plus d'interviews, mais pour nous, elle fait une exception. Elle nous parle de son enfance et de la réaction de ses amis quand ils lui rendaient visite et voyaient son illustre père. Tous les enfants qui nous rendaient visite lui demandaient de se gratter la tête. Il détestait ça, mais il s'exécutait pour leur faire plaisir. La rançon de la gloire. Ce qu'il y a de bien avec les films de Laurel et Hardy, c'est que tout le monde peut suivre. Qu'on soit un enfant ou un adulte, on comprend et on s'identifie. En réunissant ces deux hommes, Hal Roach a créé un mélange explosif, de la dynamite. Et le public s'enflamme pour Laurel et Hardy, qui sont désormais inséparables. Stan est l'idiot pour qui on a de la compassion. Ça fait appel à l'instinct maternel. C'est un enfant. Quand il fait une bêtise et qu'on lui demande pourquoi il ne l'a pas dit, il répond « Tu me l'as pas demandé ». Oliver, lui, représente plutôt la figure paternelle. Ferme cette porte. Au nom du ciel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir un fantôme. Oh, belle hiverne. Conduis comme un enfant de 3 ans. Et toi, même s'il y avait un fantôme, ce n'est pas une raison pour avoir peur. Oliver Hardy se croit supérieur et plus malin que Stan Laurel. Mais à la tournure que prennent les choses, on voit bien qu'il n'en est rien. C'est juste qu'il est convaincu d'être intelligent. Ou comme Oliver Hardy le disait lui-même, il n'y a pas plus idiot qu'un idiot qui se croit intelligent. En gros, il s'agit de montrer que celui qui incarne la compétence, à savoir Hardy, veut triompher de celui qui incarne l'incompétence, à savoir Laurel, et qu'il échoue. Tu me tapes sur les nerfs, je vais l'allumer. Chaque fois que je veux qu'une chose soit bien faite, il faut toujours que je m'en charge moi-même.
C'est toujours Oliver le gros qui déguste. Enfant, on riait quand on le voyait se brûler les fesses. Ça marche très bien. Jerry Lewis l'a d'ailleurs dit fort justement. Qu'est-ce qui est vraiment drôle? Un homme qui a un problème. Et je pense que ces deux-là en sont le meilleur exemple. Le comique de Laurel et Hardy fonctionne dans le monde entier, hier comme aujourd'hui. Va me chercher de l'eau! De l'eau! La comédie est intemporelle. Si un film est drôle, il fera encore rire les gens 25 ans après. S'il ne l'est pas, ils ne riront jamais. They have been really the first who have introduced to the masses the art of pantomime, the art of comic and tragic situations. It is not old-fashioned, it is still actual, and the young people, the children, love Stan Laurel and Hardy because they have the great fascination of the big clowns. And this will always go on. It will never be old-fashioned. Laurel a beau jouer les clowns, dans le privé, c'est un tout autre homme. De fait, ce n'est pas Hardy, mais lui, le cerveau du duo comique. Dans la vie, il était complètement différent du personnage qu'il s'était forgé au fil des années. Tous ceux qui le connaissaient personnellement savaient qu'il était l'opposé exact de ce qu'il incarnait à l'écran. Ça n'avait strictement rien à voir. En coulisses, Stan est tout sauf tête en l'air. C'est le génie créateur de Laurel et Hardy. Non seulement il écrit les gags et interprète l'un des rôles principaux, mais il dirige les metteurs en scène. Stan n'apparaissait jamais en tant que réalisateur au générique, mais il l'était bel et bien. Il travaillait étroitement avec les réalisateurs et supervisait les films. Sur le plateau, tout le monde faisait ce que Stan disait. Oliver Hardy, lui, se contente de faire des suggestions sur la manière d'exécuter les gags. Même si mon père écrivait la plus grande partie des scénarios, il prenait toujours en compte les idées d'Oliver Hardy. Il les testait tout autant que les siennes, et parfois il les adoptait. Hardy peaufine volontiers son personnage, mais contrairement à Laurel, il se considère avant tout comme un comédien. Stan s'impliquait dans la mise en scène, le montage, l'écriture des gags. Après le tournage, Oliver, lui, ne restait pas sur le plateau. Il allait jouer au golf ou parier aux courses. Le reste ne l'intéressait pas. Nous autres hommes d'affaires, nous avons besoin de nous détendre. Pas vrai, Stanley? Ça, tu peux le dire. Eh bien, si tu as besoin de te détendre, reste à la maison et lave la vaisselle. Tu oses me dire lave la vaisselle? Oui, que penseront ses amis? Ne vous mêlez pas de ça. Oliver profite de son temps libre, tandis que Stan travaille quasiment 24 heures sur 24 au studio et chez lui. Il ne pensait qu'à ça. Il avait des fiches jaunes et quand il avait une idée, il l'écrivait. Il prenait tout le temps des notes. Stan est un bourreau de travail. Après le tournage, on le trouve généralement en salle de montage ou de projection. Il visionne les prises de la journée pour s'assurer que les gags font mouche. Un jour, quelqu'un passe devant la salle de projection des studios Hal Roach et entend des éclats de rire. Il entre et voit Stan Laurel qui tient à peine sur sa chaise tellement il rit. Le type découvre alors ce qui le met dans cet état-là. Il s'agit d'une scène avec Oliver Hardy. Stan se retourne et dit « Vous savez, il est vraiment, vraiment drôle. » Je commence à croire que tu as raison. Tu penses que j'ai raison? Tu sais, je suis moins bête que tu n'en as l'air. Et comment tu es moins bête? Un type capable de... Qu'est-ce que ça veut dire, tu es moins bête que je n'en ai l'air? Laurel connaît bien Hardy et ses qualités comiques.
Oliver Hardy est l'un des plus grands acteurs d'improvisation de son temps. Et drôle avec ça. Son sens du rythme et son génie comique sont uniques. Des qualités qui vont de pair avec la bêtise du personnage de Stan. Bref, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Et puis c'est crédible. Quand on voit Oliver Hardy, on y croit. Exactement. Et on l'adore. Lois, la fille de Laurel, ne connaissait Hardy que sous un seul nom. Oncle Babe. C'était comme un oncle. Il n'avait pas d'enfant et je l'appelais comme ça. Toutefois, Lois change d'avis sur l'oncle Babe quand elle est en âge de voir les films de Laurel et Hardy. Un beau jour, je me suis aperçue qu'il frappait toujours mon père dans les films. Alors je me suis ravisée. Je ne l'aimais plus tant que ça. Stan a une idée. Il écrit un scénario spécialement pour sa fille. Il a écrit un film où à la fin c'est lui qui tabasse Oliver Hardy, et pas l'inverse. La scène se passe dans un garage. Il court après Oliver Hardy et lui donne une bonne correction. Ça m'a rassuré de voir que mon père était capable de se défendre. Le film s'intitule « Une bonne action ». Et après cette bonne action, la petite Lois est réconciliée avec l'oncle Babe. Entre Laurel et Hardy, par contre, il n'y a jamais d'accroc. Ils s'entendent à merveille devant la caméra comme dans la vie. Oliver se montrait très compréhensif envers Stan. Beaucoup de gens l'ignorent, mais celui-ci avait parfois des sautes d'humeur. Il était très perfectionniste, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est même plutôt une qualité, un homme qui sait ce qu'il veut. Et Oliver était très patient à cet égard. Il s'en accommodait. What? He don't want me! He wants the other monkey! You! Oh! Laurel et Hardy se voient souvent dans le privé. Ce sont bien plus que de simples camarades de travail. Ils partagent des repas, vont au golf ou à la pêche ensemble. Mais ce ne sont pas encore des amis proches. La plupart des gens pensent que Stan et Oliver ont été très proches dès le début. Or, ce n'est pas vrai. Ils étaient amis, mais ils avaient chacun leur vie. Sur le plan professionnel, Laurel et Hardy viennent de surmonter un obstacle, le passage au cinéma parlant. Si de nombreuses stars du muet tombent dans le silence et l'oubli, nos deux acolytes, eux, tirent leur épingle du jeu. Dis donc, si on prenait quelque chose de frais. Oh, bonne idée. Comme ça va me mettre dans le train. Oui, oui. Laurel et Hardy ne disent toutefois que le strict nécessaire. They knew that if they have to talk, they cannot talk like everyone because they would become natural. They talked like mimes have to talk when they talk. Well, here's another nice mess you've gotten me into. En outre, la musique fait son apparition au cinéma. Laurel et Hardy ont dorénavant leur ritournelle, reconnaissable entre toutes, le chant du coucou. It beats the hell out of the high and the mighty. Le producteur Al Roach décide de réaliser des versions étrangères en plus de l'original. La post-synchronisation n'étant pas encore possible techniquement, on tourne plusieurs versions de chaque film, en anglais, en espagnol, en allemand et en français.
Les dialogues étaient transcrits phonétiquement pour que les acteurs puissent les lire. Et dans certaines scènes, on voit bien qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Malgré tout, les versions étrangères font recette, car elles ont leur charme. Sie werden uns nie erkennen. Es ist das erste Mal, dass du eine gute Idee hast. Ja, eine praktische Idee. Na, du hast da ja wieder schön was angerichtet. Wieso ich? Oh, qu'est-ce qu'il y a? As-tu avalé quelque chose? Je suis malade. Très malade. C'est bizarre. Il n'y a pas longtemps, tu te portais très bien. Le procédé se révèle rapidement trop lourd. Mais on ne tarde pas à trouver la technique pour doubler les dialogues originaux en langues étrangères. Voici la version française d'un film publicitaire pour la MGM que l'on croyait perdu. Comme toujours, Laurel et Hardy ont le coup d'œil. Oh! Oh! Qu'est-ce que tu regardes là-dedans? Mais voyons, je regarde les étoiles. Quelles étoiles? Metro Golden Mare. Regarde. Laisse-moi voir. Va-t'en, va-t'en. Que se passe-t-il? Va-t'en de là. En allemand aussi, Laurel et Hardy ont les voix appropriées. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Parmi les comédiens de doublage outre-Rhin, Walter Blum et Michael Habeck forment le tandem le plus populaire. Ce dernier, la voix de Hardy, est décédé depuis peu. Walter Blum, à gauche sur la photo, était la voix de Laurel. Ich wundere mich gar nicht darüber, Olli. Es ist doch so, 2 und 2 macht irgendwas und 4 und 4 macht irgendwas. Leider nicht dasselbe, dann wär's leicht. Aber auch schon höhere Mathematik. Siehst du, das Wort ist auch viel geeigneter für die Sache. Ich kann auch nicht lesen und schreiben, aber ich bin gebildet. Tut das weh? Ihr schon. Wir wurden beschenkt von denen da oben. C'est un cadeau venu d'en haut, d'Oliver Hardy et Stan Laurel. Vraiment un cadeau. Parfois, on était tordu de rire, et contrairement au public, on pouvait voir la même scène 5 fois de suite. Le mythique Hollywood Boulevard à Los Angeles. Sur le Walk of Fame, Stan Laurel et Oliver Hardy se sont vus attribuer chacun une étoile pour l'ensemble de leur œuvre. En 1932, ils accèdent au sommet de la gloire en gravissant ces marches. C'est ici, en effet, que se déroule le plus célèbre de leurs films, Livreur, sachez livrer, qui leur vaudra l'Oscar du meilleur court-métrage. That's the house up there, right on top of the stoop. Stan et Oliver font une pause. Ils demandent un congé de 2 mois au studio Hal Roach pour se rendre ensemble en Angleterre. Stan n'avait pas vu son père et son frère depuis longtemps. Et Oliver Hardy n'avait encore jamais mis les pieds en Angleterre. Ils ont donc décidé de faire le voyage. Le port de New York. C'est d'ici que le 16 juillet 1932, Laurel et Hardy embarquent sur un paquebot de luxe pour l'Angleterre. Arrivés à Southampton, nos 2 compères ne reviennent pas. Les clochers des églises retentissent au son du célèbre chant du coucou. Ils sont émus aux larmes. Il y avait des hordes de gens. Stan s'est retourné pour voir ce qui se passait.
C'étaient eux la cause de cet attroupement. La nouvelle de leur visite s'était répandue. Ils ne se doutaient pas que leur film était aussi populaire, ni qu'ils étaient les ambassadeurs de l'humour. Le public était curieux de les voir. Partout où ils vont, Laurel et Hardy sont acclamés par leurs fans. Les comédiens font un crochet par la France. Là aussi, ils sont accueillis comme des chefs d'État. Laurel et Hardy découvrent Paris. Ils sont encore d'humeur légère, mais plus pour longtemps. De retour en Amérique, Stan s'est brouillé avec Hal Roach. Désormais, celui-ci voulait produire des longs métrages, comme le demandaient les distributeurs et les exploitants de salles. On ne voulait plus de courts métrages. Or, Stan était toujours d'avis que leur style comique convenait mieux au format court. Hal Roach finit par s'imposer. C'est un homme retors qui a fait signer à Laurel et Hardy des contrats séparés et de durées différentes. C'était très avantageux pour lui. Si l'un des deux comédiens ne se pliait pas à ses exigences, il pouvait dire qu'il allait dissoudre l'équipe et tourner des films avec un seul des acteurs, ou encore former un nouveau duo. Et c'est une menace que le producteur brandit plus d'une fois. Malgré tous les désaccords, Laurel et Hardy n'en continuent pas moins de travailler pour lui. Une période durant laquelle ils perfectionnent leur style. L'un des ressorts du burlesque est le tit for tat. Comprenez, œil pour œil, dent pour dent. Laurel et Hardy sont maintenant des vedettes avec des cachets à l'avenant. Oliver gagne environ 100 000 $ par an et Stan 140 000 parce qu'il collabore au scénario. Tous deux font partie des 10 acteurs les mieux payés de leur temps, à l'image des superstars d'aujourd'hui. Cependant, Hardy dilapide toujours une bonne partie de son argent dans les courses de chevaux et paie beaucoup d'impôts. Quant à Laurel, après le travail, on le voit souvent ici, dans son bar de prédilection. Il s'est remis à boire plus que de raison. Stan s'est mis à boire de plus en plus. Lois et lui venaient de perdre leur fils, leur deuxième enfant qui n'a vécu que 9 jours. Et ça a poussé Stan à boire à l'excès. Son couple commence à battre de l'aile. Contrairement à son personnage, Stan n'est pas timide avec les femmes. Il est même très entreprenant. Stan était un homme à femme. Il était charmant. Il aimait ma mère et je trouvais ça très bien, jusqu'au jour où il l'a quittée. Leur liaison a duré plusieurs mois. J'ignore ce qui s'est passé. Mais ma mère disait que c'était un coureur de jupons. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Et elle ne voulait pas me l'expliquer. Donc j'ai posé la question à Stan qui m'a répondu « Un coureur de jupons, c'est un homme qui fait quelque chose jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. » Et Stan va chercher longtemps. Il collectionne les aventures. En 1935, Lois obtient le divorce. Mais Stan tombe vite amoureux et se marie tout aussi promptement. Il a épousé sa première femme une fois, la deuxième 2 fois, la troisième 3 fois et sa quatrième et dernière femme une fois. Au total, Stan se sera marié 7 fois avec ses 4 femmes. Hardy a lui aussi une vie sentimentale mouvementée. En 1937, il se sépare de sa deuxième épouse, Myrtle, et quelques temps plus tard s'éprend de la script Lucille Jones sur un tournage. En 1940, tous deux convolent en juste noces et resteront ensemble jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu as?
Je ne sais pas. Je sais. Quoi? Tu es épris. Comment? Épris. E-P-R-Y. Épris. Tu crois? C'est évident, Ollie. Comment le sais-tu? C'est facile. Si tu voyais l'expression abrutie que tu as, si tu voyais... Si Oliver et Stan enchaînent les succès à l'écran, en coulisses, les relations s'enveniment entre ce dernier et Hal Roach. Les conflits portent essentiellement sur les scénarios, les conquêtes amoureuses de Stan qui défraient la chronique et, bien sûr, l'argent. Le producteur finit par licencier le comédien. Celui-ci récuse tous les reproches qui lui sont faits. Plus tard, les deux hommes iront même au tribunal. Hal Roach continue à tourner avec Oliver Hardy. Dans le film Deux bons copains, ce dernier donne la réplique au comédien Harry Langdon. C'est un flop. Monsieur Roach a voulu créer un nouveau duo comique avec Oliver Hardy et Harry Langdon. Mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Par conséquent, il devait reprendre Stan et il a pu trouver un terrain d'entente avec lui. Néanmoins, la confiance entre le producteur et le fameux tandem est brisée. Ils ne tournent plus que 2 films ensemble. En 1940, finit la rigolade. Laurel et Hardy quittent le studio pour toujours. Stan attend de cette séparation une plus grande liberté artistique et plus d'argent. C'est épatant, on va devenir millionnaire. Qui c'est le Napoléon Bonaparte dont il a parlé tout à l'heure? C'est la première fois que j'en entends parler. Faute de propositions de films, les duettistes décident de tenter leur chance sur les planches. Ils entament une tournée de 12 semaines dans les grandes villes américaines. Voici en exclusivité les premières images en couleur de Laurel et Hardy sur scène. Avec leurs sketchs, ils font sensation. Dis, quel chic type celui-là, Ollie. Oui. Tandis que la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, nos 2 comiques partent en tournée avec d'autres vedettes pour divertir les troupes américaines et britanniques dans les Antilles. Après l'entrée officielle des États-Unis dans le conflit, Laurel et Hardy ont l'obligation de participer à la tournée de la Hollywood Victory Caravan en vue de collecter de l'argent. Les États-Unis levaient des fonds pour financer la guerre en Europe, pour acheter des chars et d'autres équipements. Ils ont rassemblé 22 stars, dont Cary Grant, James Cagney, Bob Hope et bien sûr Laurel et Hardy. Ils ont joué dans 13 villes. Laurel et Hardy tournent un documentaire en couleur pour le compte du ministère américain de l'Agriculture. Ils y montrent les biens de consommation courante. Les matières premières doivent servir à l'effort de guerre. Depuis leur rupture avec le producteur Hal Roach, les 2 acteurs attendent des propositions de films. Ils sont enfin contactés par l'un des plus grands studios hollywoodiens, la 20th Century Fox. Ils vont pouvoir tourner de nouveau des comédies. Il devait s'en tenir strictement au scénario. Bien entendu, il pouvait toujours intégrer 1 ou 2 gags. Mais c'en était fini de la grande liberté artistique dont il jouissait chez Hal Roach, malgré les divergences qu'il pouvait avoir. Cela me semble loufoque. Mais dans la tempête, on ne choisit pas son port. Les scénarios de la Fox sont généralement de piètre qualité. De plus, les responsables du studio interviennent dans les choix vestimentaires des comédiens. Ils disaient à Laurel et Hardy ce qu'ils devaient porter. Jusque-là, c'était Stan qui s'en était toujours occupé. Et voilà des dirigeants de studio qui ne comprennent rien aux personnages, qui refusent que Stan et Oliver contribuent au scénario et qui, par-dessus le marché, les commandent et leur disent ce qu'ils doivent faire. Stan ne leur a jamais pardonné. Voici sa carte d'employé de la MGM.
Stan n'a pas l'air heureux. De fait, les films qu'Oliver et lui tournent pour ce studio ne sont guère mieux que ceux de la Fox sur le plan artistique. Sans parler des conditions de travail. Un titre résume parfaitement la situation, Nothing but Trouble. Rien que des problèmes. Laurel et Hardy jouent dans 8 comédies pour la Fox et la MGM. En 1944, leurs contrats arrivent à échéance. Laurel et Hardy Toréador est leur dernier film pour les 2 grands studios. Cela met fin à une chute fulgurante que les stars ont elles-mêmes provoquée en se séparant du producteur Hal Roach. Oh. Voilà, c'est comme ça. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Ben, je crois qu'on pourrait peut-être s'en aller. Tu viens, Ollie? Va-t'en tout seul. Quoi? Tu ne veux pas venir avec moi? Je veux seulement être seul. Laurel et Hardy se sont alors consacrés à leur vie privée. Stan venait de divorcer encore une fois. Et il a fait la connaissance d'une chanteuse d'origine russe, Ida Kiteva, dont il est tombé éperdument amoureux. En 1946, Stan épouse Ida. Ce sera son dernier mariage, le plus heureux. Oliver Hardy file lui aussi le parfait amour avec Lucille Hardy. Il peut s'adonner tranquillement à ses loisirs, notamment la cuisine. C'était vraiment un gourmet, il adorait manger. Mais il était très difficile. Ensuite, un poulet au four avec des petits oignons. Bien, monsieur. Un beefsteak saignant, quelques petits pois, un macaroni sauce tomate à l'italien. Comme dessert, je prendrai avec plaisir une double portion de tarte aux poires avec une grande bol remplie de crème fraîche. Bien, monsieur. Autant Hardy aime manger, autant son poids le rend malheureux. Il détestait être gros, ce que la plupart des gens ignoraient. Par exemple, j'étais assise à ma coiffeuse devant mon miroir et il passait derrière moi en disant « Regarde-moi ! Non mais regarde-moi ! Comment peux-tu aimer un homme aussi gros que moi ?» C'est quelque chose que je n'avais encore jamais dit à personne. Ça fait partie de ces petits secrets entre un homme et une femme. En même temps, Hardy sait bien que sa corpulence a contribué au succès de Laurel et Hardy. Et puis, il veut voir de nouveau son nom en gros sur les affiches de cinéma. Mais ni Stan ni lui ne reçoivent de propositions de films. Ils sont au chômage. Enfin, nous voilà, Stan. Dégringolés jusqu'au ruisseau. Je me demande ce qui peut bien clocher pour que nous ne réussissions jamais. Mais cependant, nous sommes tout aussi malins que les autres, mais ça ne nous mène nulle part. Un grand producteur de spectacles, Bernard Delfont, leur a proposé une tournée en Angleterre, ce qui arrivait à point nommé. Le théâtre à la place du cinéma, ça vaut toujours mieux que de rester au chômage. En outre, nos 2 comédiens ont besoin d'argent. C'est ainsi qu'en février 1947, ils quittent New York pour l'Angleterre. À Southampton, Laurel et Hardy sont accueillis par des milliers de personnes. En Europe, ce sont toujours des superstars. Le public n'est pas au courant de leur revers de carrière en Amérique. Voici une séquence des actualités qui n'a jamais été diffusée. What do you intend to do now that you're here? Well, I haven't quite made up my mind yet. What about you, Mr. Laurel? Well, if he hasn't made up his mind, I can't do anything about it. Bye. La tournée commence à Londres. Les fans sont impatients de voir leurs idoles. Le tandem reprend la même recette au théâtre qu'au cinéma. Un comique impétueux et truffé de farces burlesques. Laurel et Hardy en chair et en os, tels que le public les connaît et les aime sur le grand écran.
Ça a été un véritable triomphe, un peu comme une visite royale. Tout le monde voulait voir Laurel et Hardy sous les feux de la rampe. Ils se produisaient 2 à 3 fois par semaine. Ils ont sillonné le pays, de Londres jusqu'à l'Écosse. Mais ce qu'elle dit, c'est que les Anglais, quelle réputation, c'est ton avis. En plus de leur spectacle, Laurel et Hardy sont invités à des cérémonies officielles, comme ici à la remise des prix du cinéma britannique à Londres en 1947. Ulverstone, la ville natale de Stan. Nos joyeux duettistes profitent de leur séjour en Angleterre pour y faire un saut. Il y avait un monde fou. J'ai demandé ce qui se passait. Et on m'a répondu, Laurel et Hardy arrivent. Donc j'y suis allée et j'ai vu les 2 comédiens passer en décapotable avec leurs femmes. Ensuite, ils sont allés sur le balcon de l'hôtel de ville. Ils vont nous le faire passer d'ici 2 ans. Ça me fiche le track, Stan. Les 2 complices sur les traces du passé de Stan. Visite de sa maison natale. Ce voyage à Ulverstone est, comme le dira Stan plus tard, l'un des plus beaux jours de sa vie. Aujourd'hui, ces statues rendent hommage au plus célèbre enfant de la ville et à son acolyte. Pour nous 2, oui. La tournée fait un tel tabac outre-Manche qu'elle est étendue à d'autres pays, Suède, Danemark, Belgique et France. Ces images inédites ont été prises à Paris. Là encore, Laurel et Hardy sont fêtés en héros. Ils forment une équipe bien rodée et se glissent aisément dans la peau de leurs personnages. And you, Laurel? Maintenant, Stanley Parley. Well, say something nice. Well, ladies and gentlemen, I'm sorry I can't speak French, but we're very happy and delighted to be invited to this wonderful occasion this evening. Vous êtes très content? Succès oblige, le duo joue les prolongations. Prévue pour 6 semaines, la tournée européenne durera finalement 11 mois. Eh bien, Stanley, cette soirée a été plutôt fructueuse. Si nous allions quelque part nous rafraîchir. C'est une très bonne idée. Bien, Stanley. Ce triomphe éclatant débouche en 1950 sur une nouvelle proposition de film après 5 ans d'absence au cinéma. Cette fois, Laurel et Hardy ne tourneront pas aux États-Unis, mais en Europe, dans une coproduction franco-italienne, Atoll K. Stan part à Paris avant Oliver. Il veut vérifier le scénario et, au besoin, inclure quelques gags. Et cela s'avère bien nécessaire. Après avoir passé la nuit à travailler sur le script, il avait, paraît-il, les yeux cernés. Et il aurait dit « Vous voulez vraiment qu'on tourne un navet pareil ?» Stan revoit intégralement le scénario avec l'aide d'amis gagmen qu'il a fait venir d'Amérique. En juin 1950, Oliver arrive à Paris et retrouve son compagnon après une longue séparation. Ils ont passé plus de temps ensemble et sont devenus des amis proches. Vraiment proches. Je dirais même qu'ils étaient plus intimes que des frères. Ils se respectaient infiniment. Ils s'aimaient. Ils ne se disputaient jamais. C'est incroyable. À Hollywood, il n'y a pas de plus belle histoire d'amour que celle de Stan et Oliver. Un duo qui n'a jamais été égalé et qui ne le sera jamais. Laurel et Hardy, une histoire d'amour fondée sur l'estime et le respect mutuel. Une véritable amitié masculine qui s'est construite au fil du temps et rien de plus, comme les rumeurs le laissent souvent entendre.
Stan et Oliver ne sont absolument pas homosexuels, comme on l'a dit sous prétexte qu'ils partageaient parfois le même lit à l'écran. All right, let's get a room with twin beds. Why twin beds? One for me. Well, I can't sleep with the monkey. Oh, she won't mind. Je pense que ces rumeurs viennent du fait que ces deux hommes étaient très proches et passaient beaucoup de temps ensemble. Mais à mon avis, rien de tout ça n'est justifié. Stan et Oliver se sont mariés plusieurs fois. Ils ont eu sans cesse des relations avec des femmes. Ils étaient très sûrs de leur virilité et d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir, à ton avis? Oh, je ne sais pas. Elle prétend que j'ai plus d'affection pour toi que je n'en ai pour elle. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? N'entrons pas dans ces détails. En France, Laurel et Hardy ont d'autres chats à fouetter que ces rumeurs sans fondement. En effet, le tournage du film a à peine commencé dans le port de Marseille qu'un problème surgit. Les différentes langues des acteurs, français et italiens. Les vedettes, à savoir Laurel et Hardy, étaient anglophones. Et il n'y avait pas d'interprète professionnel pour assurer la communication entre les comédiens qui parlaient différentes langues. Tu te battais avec tout le monde. Remue tes oreilles. Quoi? Remue tes oreilles. Heureusement, la Française Sylvette Baudreau a l'oreille pour les langues étrangères. Elle est officiellement script sur le plateau. Nous n'étions que 5 scripts en France à parler l'anglais. J'avais la chance d'avoir aussi des bases en italien. C'est ainsi que Sylvette Baudreau devient l'interprète du film, notamment pour Laurel et Hardy. Le tournage d'Atolka se poursuit sur la pointe du Cap Roux, dans le Midi. L'été 1950 est l'un des plus chauds du siècle et l'équipe du film doit supporter des conditions de travail extrêmes. Hardy souffre de troubles cardiaques. Laurel n'a guère plus de chance, il tombe malade, maigri, mais continue le tournage. Il a fallu lui installer une tente pour qu'il puisse se reposer et être suivi par un médecin. Pendant quelque temps, il n'a pu travailler qu'une demi-heure par jour, ce qui a évidemment retardé le tournage. Si Oliver se rétablit, Stan, lui, tient à peine sur ses jambes. Le tournage doit être interrompu. Il est envoyé à l'hôpital américain de Paris, où il subit une opération de la prostate. Pendant ce temps-là, Oliver et sa femme Lucille découvrent Paris. Je suis allé voir Hardy et sa femme. Il m'a fait venir sur son balcon qui était rempli de caisses de vin. Il y en avait partout. Il a dit, vous voulez du vin blanc? Et j'ai répondu, non, je préfère le rouge. Man kann nun einmal nicht alles haben. Das wäre zu viel verlangt. Großvater hat immer gesagt, man kann nicht ein Ei in 3 Nester legen. Stan a beaucoup maigri suite à sa maladie. 2 bons mois plus tard, en décembre 1950, le tournage peut enfin reprendre dans un studio parisien. Stan se remet peu à peu. Après le travail, il fréquente les music-halls de la Ville Lumière. Il apprécie tout particulièrement un jeune mime alors inconnu, Marcel Marceau. Valérie Bochneck, qui sera plus tard l'assistante du mime Marceau, sait que ce dernier a usé d'une ruse pour rencontrer Laurel. Sous prétexte d'un court-circuit dans la chambre d'hôtel du comique anglais, il a envoyé son électricien de théâtre pour le dépannage. Tout en réparant la fausse panne, il a parlé de son métier et de son métier au théâtre, puisqu'il était aussi électricien de théâtre, et de la troupe qui était en train de jouer, qui était une troupe fantastique, il fallait absolument qu'il voie, et c'était la troupe avec le mime Marcel Marceau, qui était un grand fan de Stan Laurel. Et il lui a donné une invitation pour aller voir le spectacle, et Marcel Marceau lui avait écrit un mot
où toute la troupe le conviait, il pouvait lui faire l'honneur de venir, de prendre connaissance du spectacle qu'ils étaient en train de jouer au théâtre. Et Stan Laurel est venu le soir même. C'est toujours moi qui suis obligée de faire tout. Toujours moi. Moi. Stan Laurel est séduit par le mime Marceau. Il flaire tout de suite son potentiel. I remember he came at that time to our show, and we had prepared champagne. And we were so happy, you know, we have for us a caisse de champagne. And he arrived, he said he could not drink champagne, he only drank mineral water, you see. Pour Marcel Marceau, c'est une attention qui coûte cher. Mais Stan ne veut pas boire d'alcool si peu de temps après son opération. En 1950, le photographe viennois Erich Lessing vit à Paris. C'est lui qui prend ses clichés pour son ami Marcel Marceau. Les deux mimes n'ont pas besoin d'interprète. Et même s'il y en avait eu un, je pense que les deux hommes n'en auraient pas voulu. Ils se sont exprimés parce qu'ils admiraient l'un chez l'autre, leur mimique. Stan prend le mime Marceau sous son aile. Il l'aide à percer en France, puis sur la scène internationale. Quant au tournage d'Atolka, c'est encore et toujours un combat contre les coups du sort. Nos héros sont à plat. Après cette aventure tumultueuse, ils n'ont plus qu'une envie, retourner aux États-Unis. En avril 1951, le tournage est enfin terminé. Prévu pour 12 semaines, il aura duré près de 12 mois. Mon père était très en colère. Ça a été un tournage très dur et il n'a jamais vu le film achevé. Jamais. Il n'en avait aucune envie. Atolka est le dernier film de Laurel et Hardy. C'est un succès commercial planétaire et sûrement pas leur pire comédie. C'était leur dernier film. Et pour la première fois, j'ai pris conscience du temps qui passe. Ils nous transmettent une certaine philosophie sous une forme comique et accessible. En 1952, Laurel et Hardy repartent en tournée en Grande-Bretagne. Où ce petit film a été réalisé par un particulier. Début 1954, Oliver est victime d'un infarctus. Tous les spectacles doivent être annulés. Laurel et Hardy plient bagages et font leurs adieux à la scène. Une fois qu'Oliver est rétabli, le duo retourne aux États-Unis à bord du MS Manchuria. Hé, Oli! Ouais! Où tu vas? En Amérique et vivement! Hé, Oli! Oli! Est-ce que tu me prends pas avec toi? En Amérique, la télévision est le nouveau média. Laurel et Hardy y font quelques apparitions, comme ici, en 1954, dans l'émission culte This Is Your Life, C'est votre vie. On leur propose de jouer dans des comédies télé en couleur. Mais le 25 avril, 10 jours avant le début du tournage, Stan fait une attaque cérébrale. Le projet est annulé. Stan souffre d'une paralysie partielle de la jambe. Il peut à peine marcher. Il lui faudra plus d'1 an pour s'en remettre. Oliver aussi a affaire au médecin. Il est mis au régime et perd environ 75 kilos, soit le poids de Stan. Les deux amis se retrouvent aussi souvent que possible. Voici les dernières images filmées de Stan et Oliver ensemble. Et leur dernière photo officielle. Peu de temps après, Oliver Hardy est victime d'une grave attaque cérébrale.
Il est presque entièrement paralysé et ne peut plus parler ni quasiment rien manger. Stan venait souvent le voir. Parfois, Oliver le reconnaissait et parfois non. Il n'avait plus toute sa tête. Oliver Hardy fait 2 autres attaques cérébrales. Le 7 août 1957, son cœur cesse de battre. Des nécrologies paraissent aux 4 coins de la planète. Stan est sous le choc. Même s'il savait son ami condamné, il est bouleversé par sa mort. Le médecin lui conseille de ne pas assister aux funérailles. Oliver Norvell Hardy est inhumé dans un cimetière à Los Angeles. Sur l'épitaphe, il est inscrit « Oliver Hardy, un génie de la comédie. Son talent a apporté joie et rire dans le monde entier. » Stan Laurel se retire définitivement du show business. Il ne veut plus jouer sans son alter ego. Hey Stan! Regarde! Je suis là! Tu vois, tu m'as encore fourré dans de beaux draps. Ollie, c'est vraiment toi, dis? Bien sûr que c'est moi. Je suis bien content de te revoir. C'est ici, à l'Oceana Apartment Hotel de Santa Monica, que Stan se retire avec sa femme Ida. Il aimait vivre à l'hôtel. La femme de chambre passait tous les jours. C'était pratique. Il n'avait pas à sortir les poubelles. Stan ne touche pas un cent sur les films de Laurel et Hardy diffusés à la télévision. Il ne lui reste plus grand-chose de ses anciens cachets. L'essentiel est parti en pension alimentaire pour ses 3 ex-femmes. Mais, contrairement à certaines rumeurs, il n'est pas aux abois. On ne peut pas dire qu'il était riche, mais il n'était pas non plus dans le besoin. Il avait placé de l'argent et percevait des revenus. Cela dit, c'était bien peu par rapport à ce que gagnent les stars aujourd'hui. Ce n'est pas comparable. That was a lucky break. What are you going to do with your $1,000? I'm going to buy $1,000 worth of chocolate ice cream. Stan passe le plus clair de son temps à répondre lui-même aux courriers de ses fans du monde entier. Il écrivait une dédicace personnelle à chaque fan, ainsi que quelques lignes à la machine à écrire. Grâce au petit écran, Laurel et Hardy comptent toujours plus d'admirateurs. Et Stan leur consacre du temps. Il les accueille chez lui et les autorise à le photographier ou à le filmer. Voici une vidéo amateur de son 74e anniversaire. Stan reçoit aussi la visite d'étudiants au cinéma. Au début des années 60, l'Anglais Jordan Reynolds fait ses études en Californie et rencontre l'illustre comique. Je pense qu'il était très heureux et qu'il appréciait beaucoup la compagnie des jeunes. D'ailleurs, il prenait régulièrement le thé avec des étudiants. Et il s'est intéressé à moi parce que je venais de Londres. Par ailleurs, nombre de célébrités viennent le voir pour lui demander conseil ou simplement faire sa connaissance. Parmi eux, il y avait Dick Van Dyke, Jerry Lewis, Denny Kaye, Peter Sellers et Alec Guinness. Il n'en revenait pas qu'Alec Guinness, l'une des plus grandes stars britanniques, veuille le rencontrer. Ça le fascinait complètement. Il ne se sentait pas au même niveau que des gens comme Peter Ustinov ou Jerry Lewis. Donc ça le surprenait toujours qu'ils aient envie de le voir. En 1961, Stan obtient une distinction tardive, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Pour lui, c'est la consécration du travail de Laurel et Hardy,
un moment qu'il aurait tant aimé partager avec son acolyte. Stan surnomme l'Oscar Monsieur Propre. Oui, il trouve que la statuette ressemble à la mascotte de la célèbre marque de détergent. En 1964, des fans et des amis de Stan fondent le club des Sons of the Desert, d'après le film du même nom sorti en France sous le titre Les Compagnons de la Nouba. Aujourd'hui, on recense dans le monde plus de 200 fan clubs et plusieurs dizaines de milliers de membres. Par exemple, aux Pays-Bas, ont lieu des rencontres nationales et internationales. On organise des excursions, on regarde ensemble des films de Laurel et Hardy et on rend hommage à ses stars favorites. Ils sont tellement drôles. Ils ont tout le temps des ennuis, mais finissent toujours par s'en sortir. C'est ça qui est bien. C'est une bonne chose. Vivez comme Laurel et Hardy et vous serez heureux. Cassidy Cook, l'arrière-petite-fille de Stan, a fait le déplacement aux Pays-Bas. C'est génial que les gens continuent à se rassembler, qu'ils apprécient toujours ces films qui sont devenus des classiques et qui les font rire. C'est super. Ça fait partie de mon histoire familiale. Ces rencontres réunissent vraiment tous les aficionados de Laurel et Hardy, sans oublier bien sûr leur sosie. Ça vous captive, ça vous submerge. C'est incroyable comme ça vous rend heureux. Leur comique est magique, vraiment magique. N'est-ce pas gentil? Toute rencontre de nos propres frères jumeaux. Les dernières images de Stan Laurel, prises par un couple d'amis. Ce film n'a été retrouvé que récemment. Il n'a jamais été montré et même Lois, la fille du comique, le découvre. Une fois encore, celui-ci joue son personnage de cinéma. Cette pose m'est très familière. Il était vraiment comme ça en privé. Peu de temps après ce film, l'état de santé de l'acteur se détériore. En février, il a pris froid. On pensait qu'il avait la grippe. Puis c'est allé très vite. Stan passe ses derniers jours cloué au lit, sous la surveillance de sa femme et d'une infirmière. Alors que l'infirmière préparait une piqûre, Stan lui a dit « J'aimerais être au ski ». L'infirmière a répondu « Oh, monsieur Laurel, je ne savais pas que vous faisiez du ski. » Et lui « Je ne skie pas, mais je préférerais skier qu'avoir cette piqûre. » Quelques jours plus tard, le 23 février 1965, Stan Laurel succombe à un arrêt cardiaque. Il a vécu pour la comédie et il croyait aux vertus du rire. Je dirais que c'était un homme porté à l'introspection, qui trouvait de l'humour dans presque tout.
miss him, and I miss what I've learned, and very selfishly, I feel deprived. I would have liked for him to be here a longer time. He was one that I think they should have arranged to have live forever. They should have worked that out somehow. Stan Laurel est enterré au cimetière du Forest Lawn Memorial d'Hollywood. Voici des images inédites. En plus de la famille, nombre d'amis et de célébrités sont là. Le comique avait déclaré un jour « Celui qui pleure à mon enterrement, je ne lui parlerai plus jamais ». La tombe de Stan au cimetière du Forest Lawn Memorial. Sur l'épitaphe, on peut lire « Stan Laurel, un maître de la comédie. Son génie dans l'art de l'humour a apporté de la joie au monde qui... » Dans un instant, 10 minutes essentielles et captivantes pour comprendre le monde. Jean-Christophe Victor anime